on dit chez nous, nos sonnants coquets à sonnant fin, c'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses. Et les faits d'actualité nous prouvent que ça n'a pas beaucoup changé. Quand nous prenons le cas de l'honorable député Kpacha, quand nous prenons le cas de M. Fab, quand il va aller manifester et que les gendarmes débarquent très tôt le matin, c'est comme s'il y avait une assignation en résidence, alors que ça ne doit pas se faire. On se demande, mais les gens qui veulent, on veut tous une réconciliation, et on travaille dans ce sens-là, et les choses ne changent pas. Alors, cette réconciliation, c'est pour qu'on efface l'ardoise des années 58 jusqu'à 2005 et que ça, on reparte de zéro pour qu'on reprenne des exactions contre les populations et qu'en 2000, je ne sais pas, 40, on refasse une commission vérité, justice et réconciliation. Alors là, on se dit, est-ce que le gouvernement ne brouille pas un peu le travail que vous faites? Est-ce que le gouvernement, quelque part, le gouvernement ou le pouvoir ne brouille pas un peu votre travail? Nous sommes les premiers à déplorer le contexte dans lequel se passent les activités de la Commission. Je répète souvent que pour garantir le succès d'une commission, il faut certaines conditions. La première, c'est la cessation des conflits et la baisse de la tension. Cessation des conflits, parce qu'on ne peut pas mener un travail de réconciliation au moment même où les acteurs sont encore en conflit. Et les travaux d'une commission sont ralentis, sinon interrompus par la persistance de tensions qu'on n'arrive pas à lever. Mais s'agissant de tensions, j'apporte souvent aussi une précision, c'est que les tensions ne portent pas forcément sur des faits, mais portent sur des personnes. Et les tensions, c'est l'accumulation de frustration, de déception, ou parfois il peut arriver de préjugés aussi sur les gens. Ce qui fait qu'on ne peut pas résoudre une tension sans que les intéressés eux-mêmes ne prennent une décision. Bon, cela dit, je reviens maintenant à votre question. Est-ce que la CVJR va s'intéresser aux faits qui se produisent après 2005? Nous n'allons pas ouvrir des dossiers portant sur des événements postérieurs à 2005, mais nous ne pouvons pas les ignorer non plus. Tous ces événements feront partie des recommandations que nous allons formuler. Mais encore une fois, je tiens à exhorter les uns et les autres à s'inscrire dans une logique d'apaisement. Ce que vous avez mentionné au début de votre question, c'est ce qu'on appelle le principe des garanties de non-répétition. C'est-à-dire qu'en justice transitionnelle, pour que la réconciliation puisse advenir, il faut garantir la non-répétition. J'insiste beaucoup là-dessus. Les garanties de non-répétition ne se trouvent pas au terme du processus. C'est la première condition pour qu'une réconciliation soit effective. Parce que pendant que vous êtes en train de vous réconcilier, vous ne pouvez pas donner l'impression que vous attendez la première occasion pour nuire encore à votre adversaire. Si c'est l'impression qu'a votre adversaire, ce sera difficile de se réconcilier. La CVJR a été mise en place par le président de la République, comme vous l'avez rappelé, par décret à la suite de l'accord politique global. Et 2 ans après votre nomination, nous avons envie de dire que le constat est peut-être amer de notre part, mais on a vraiment l'impression que la CVJR n'a pas pu atteindre ses objectifs. Et d'ailleurs, vous-même, vous avez demandé, la commission a demandé une prolongation de 6 mois, si je ne me trompe pas. Et on a envie de vous demander si ce que vous n'avez pas pu faire en 2 ans, est-ce que vous pourrez le faire en 6 mois? Nous n'avons pas innové en demandant une prolongation. Lorsque vous lisez le rapport des commissions qui nous ont précédés, vous allez voir que beaucoup de commissions ont eu, face à l'actualité, face aux défis, aux enjeux à relever, beaucoup de commissions ont demandé qu'il y ait une prorogation, même en Afrique du Sud, que vous avez mentionné. Ensuite, et je tiens à le préciser, souvent les rapports produits par les commissions à la fin de leur mandat ne représentent pas un point d'arrivée absolu. Souvent, c'est comme une étape dans une dynamique, parce que ce rapport
souvent été suivi d'un travail ultérieur. S'agissant par exemple de l'Afrique du Sud, ils ont dû travailler encore 2 ans après le dépôt du premier rapport. C'est dire que nous aussi, nous avons demandé une prorogation parce que le travail n'a pas encore été achevé. Mais ne pensez pas que nous sommes restés les bras croisés après notre nomination. Je voudrais tout juste dire un peu ce que nous avons réalisé. À la phase préparatoire, il fallait renforcer les capacités des commissaires, il fallait élaborer notre chronogramme, il fallait contacter les partenaires pour susciter leur appui en faveur de la commission. Puis, au moment où nous nous apprêtions à déclencher nos activités, il y avait la préoccupation électorale. Nous avons dû interrompre nos travaux pour sillonner le pays avec un message, avec un appel à l'apaisement. Ce n'est réellement qu'après l'élection présidentielle, vers le mois de mai 2010, lorsque nous avons eu la certitude que la communauté internationale allait nous appuyer suffisamment, que nous avons pu déclencher nos activités. Nous avons mis en place une structure qui nous a permis de recueillir les dépositions sur toute l'étendue du territoire en ouvrant 8 antennes et en déployant près de 100 agents. Au bout du compte, nous avons recueilli 20 011 dépositions, ce qui n'est pas peu, parce que pour l'Afrique du Sud, je rappelle tout simplement qu'ils ont atteint 20 000 dépositions, la moyenne étant entre 6 000 et 20 000. Maintenant, nous sommes à la phase de traitement des dépositions, à l'enregistrement grâce à un protocole sécurisé. Et cela représente un travail énorme aussi, parce qu'il faut lire, il faut classer, il faut tirer l'essentiel de ces dépositions. Nous venons de lancer les investigations qui doivent être suivies bientôt des audiences. Peut-être c'est au moment des audiences que l'attention de nos populations sera vraiment focalisée sur la CVJR. Mais je trouve que les travaux préparatoires où la mise en route est beaucoup plus lente que la phase d'achèvement de notre mission. Et nous espérons que les 6 mois qui nous sont donnés seront suffisants pour arriver au terme de notre mission. Vous nous avez rappelé là que vous avez eu à créer 8 antennes au pays, au Togo. Et j'ai lu à Tchédié, à Tapavin, jusque dans le nord à Dapan. Mais j'ai une question, c'est qu'il y a quelque chose qui nous frappe, c'est qu'au sein de la diaspora, on n'a pas créé une antenne pour la diaspora. Alors que la diaspora constitue quand même, en gros, on l'évalue à 1 500 000, parfois on va jusqu'à 2 millions d'individus, dont la plupart de ces individus sont des exilés politiques. La plupart, bon, et des exilés économiques, mais aussi des exilés politiques. Et si on veut trouver des gens qui ont vraiment subi des exactions au Togo, on les trouvera plus à l'extérieur, bon, ne disons pas qu'à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais on trouvera quand même un bon nombre de gens qui sont à l'extérieur. Pourquoi la CVJR n'a pas créé d'antenne pour la diaspora? Oui, c'était déjà assez compliqué de pouvoir créer les 8 antennes avec les fonds dont nous disposions. Et puis, s'agissant de la diaspora, il y a 2 ou 3 questions complexes qui se posent. Comment organiser cette diaspora? Parce que s'il fallait créer une antenne par pays, vous imaginez déjà le nombre d'antennes qu'on serait obligé de créer. Par continent, comment fédérer toutes les diasporas nationales? J'avoue que sur ce plan, on aurait pu faire davantage. Mais à l'intention de la diaspora, nous avons créé un site qui devait permettre d'avoir le contact. Et ce site, malheureusement, n'a pas été suffisamment visité, peut-être, ce qui fait que dans la diaspora, beaucoup ne sont pas informés du travail qui se passe là-bas. Parce que si on avait enregistré un certain engouement, cela nous aurait peut-être motivé à organiser autrement nos activités. Bon, c'est à déplorer, certes, mais je pense que peut-être on peut tenter de récupérer ou de faire ce qui est possible maintenant pour combler ce vide, cette lacune. Vous avez prévu en moyenne j'ai vu le programme de la CVJR, 3 à 4 jours dans chaque pays en moyenne. Et sincèrement, 3 à 4 jours pour
pour rencontrer la diaspora. Rencontrer la diaspora, par exemple en France, un mardi, un mardi soir, alors que vous savez très bien que la diaspora, on court le matin, on a deux boulots, les gens sont en train de courir tout le temps, et 3 à 4 jours pour rencontrer la diaspora, est-ce que c'est vraiment suffisant pour faire un travail de front? Vous touchez là un paradoxe, le paradoxe de la profondeur et de la contrainte du temps. On voudrait bien réaliser un travail en profondeur, ce qui signifie que dans tous les pays, on devrait en moyenne prévoir au moins une semaine. Mais en même temps, les contraintes de temps font que nous ne pouvons pas nous permettre de rester trop longtemps à l'extérieur. Au regard de tout cela, nous avons fait le strict minimum en espérant que cette rencontre va déclencher un dialogue maintenant avec la diaspora et avec les nouvelles technologies de la communication. On peut approfondir ce qui a été fait dans ce premier contact. D'accord. Comment envisagez-vous le plaidoyer pour l'acceptation des recommandations? En nous appuyant sur ce qui a été fait dans les autres commissions, je pense que la première disposition, c'est de rendre publiques les recommandations pour que la population sache ce qui ressort des travaux de la commission. Parce que c'est l'ignorance qui peut amener à ne pas donner suite du tout aux recommandations. Donc, première chose, nous allons essayer de diffuser le plus possible les recommandations qui seront issues de notre mandat. Ensuite, nous allons demander qu'il y ait une institution destinée à mettre en œuvre ces recommandations. Donc, naturellement, il appartient à l'État de créer cette institution, mais nous allons insister là-dessus. Parce que, voyez-vous, par exemple, au Maroc, après les travaux de l'instance Équité-Réconciliation, c'est le conseil consultatif qui a pris la relève et qui, pendant des années, a veillé à l'application des recommandations. S'il n'y a pas une institution qui s'occupe de manière spécifique de cela, je crois que les recommandations ne pourront pas avoir un niveau de réalisation satisfaisant. Donc la deuxième mesure, ce sera de recommander la création de cette institution, naturellement. La troisième serait de mobiliser l'opinion aussi pour que le travail fait ne tombe pas dans l'oubli. Est-ce que vous pensez sincèrement que le moment a été bien choisi pour parler de réconciliation au Togo? Est-ce que le moment a été bien choisi? Oui. Je crois que c'est au cœur d'un conflit qu'on doit le plus insister sur la réconciliation. La question peut être abordée dans deux sens. Lorsque deux adversaires sont à la recherche d'un consensus, tout ce qui peut amener à la réconciliation est à promouvoir. C'est ainsi que je considère le cas du Togo, puisque la décision de créer une commission repose sur un consensus obtenu à Ouaga. C'est dans l'accord politique global que cela se trouve. Maintenant, le deuxième aspect de la question, est-ce que c'est vraiment le moment, me fait penser aux critiques qui sont souvent formulées contre la commission. C'est-à-dire au moment où la commission est en train de mener ses activités, on enregistre encore d'autres formes de violence, ce qui amène certains à dire qu'il vaut mieux laisser tomber ces travaux, attendre que le climat soit beaucoup plus propice avant de créer une autre commission. Souvent, je cite la réflexion de quelqu'un qui disait que chez nous au Togo, les conditions d'enseignement à l'université ne sont pas idéales. C'est vrai, nous savons tous que chez nous, il y a des efforts qui se font, mais les étudiants se plaignent souvent. La question qu'on pourrait poser à celui-là, c'est de savoir si,
parce que les conditions ne sont pas réunies, s'il faut maintenant demander aux étudiants de retourner chez eux et d'attendre que l'université soit peut-être réformée avant de poursuivre les études supérieures. Alors pendant combien d'années devra-t-on attendre? Est-ce que nous ne risquons pas de former une génération de sacrifiés? C'est un peu dans cette dynamique que je situe notre commission. Même si le cadre n'est pas idéal, est-ce qu'il faut sacrifier d'autres générations encore avant de commencer une quelconque démarche vers la réconciliation? Pour ma part, je trouve que c'est à chacun de s'engager réellement avec responsabilité et sincérité dans ce processus. S'ils ont pu réussir ailleurs, pourquoi est-ce que nous ne réussirions pas nous aussi? En disant cela, je pense non seulement aux victimes et aux témoins, mais aussi à ceux qui, au regard de notre histoire nationale, ont des choses à se reprocher. Je vous remercie, Monseigneur Barriga, et surtout du courage. Merci. Vous êtes le président de la CVJR. La CVJR qui est la commission Vérité, Justice et Réconciliation au Togo. Est-ce que pour nos web spectateurs, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est que la CVJR? La CVJR, c'est donc la commission qui a été créée en février 2009 et dont les membres ont été nommés et installés en mai 2009, nommés par décret présidentiel pris en Conseil de ministres. Peut-être la première observation à faire au sujet de cette commission concerne les raisons qui ont porté à sa création. Je parle habituellement de 4 motivations qui ont conduit à la création de notre institution. Il y a eu d'abord en 2005, après l'élection tumultueuse, l'élection présidentielle qui a entraîné beaucoup de violence et de pertes en vie humaine, il y a eu 2 missions qui ont été diligentées au Togo, la mission conduite par Doudou Diène des Nations Unies et la mission Kofigo. Et les deux, dans leur rapport, ont insisté pour qu'une commission puisse voir le jour au Togo dans le but d'apaiser les victimes et de faire la lumière sur les faits qui se sont produits. Ensuite, en 2006, il y a eu l'accord politique global qui a sanctionné le dialogue intertogolais à Ouaga. Et dans les articles 2.2 et 2.4 de cet accord, les acteurs ayant pris part à ce dialogue intertogolais ont préconisé qu'il y ait 2 commissions, dont l'une serait chargée de faire la lumière, plus de lumière encore sur les violences qu'a connues le pays, et la deuxième travaillerait dans le sens de la réconciliation. L'acte 3, c'est d'avril à août 2008. À la demande du gouvernement togolais, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a conduit une mission de consultation auprès des populations au Togo avec des questions bien précises. Voulez-vous d'une commission au Togo? Qui doit en être les membres? Quel profil doit avoir cette commission? De quel pouvoir serait-elle dotée? Des questions allant dans ce sens-là. Et il ressort du rapport déposé par cette mission de consultation que les Togolais, eux aussi, voulaient d'une commission. Et ils ont défini le profil des membres qui devaient composer cette commission et des pouvoirs qui devaient être attribués à cette commission. L'acte 4, naturellement, c'est la volonté politique manifestée par le gouvernement en prenant un décret portant création de la commission. Donc je dirais qu'il y a eu donc au point de départ comme une volonté de la communauté internationale d'aider le Togo, une volonté qui a été ensuite exprimée par les acteurs politiques du Togo, une volonté qui a été confirmée par la suite par le peuple lui-même et qui a été sanctionnée par le gouvernement qui a pris donc ce décret de création. Voilà un peu les raisons qui ont conduit à la création de cette commission. Maintenant, quels sont les mandats qui lui sont attribués?
Habituellement, nous parlons, en nous appuyant sur le décret portant création de la commission, nous parlons de 5 mandats. Le premier est un mandat de diagnostic, faire la lumière sur les violences qu'a connues notre pays depuis 1958 jusqu'en 2005. Faire l'état des lieux. Sur ce premier mandat, pourquoi on s'est arrêté sur 2005? Pourquoi on s'est arrêté sur 2005? Parce que c'est la réponse donnée lors des consultations. Je ne peux pas maintenant justifier pourquoi c'est 2005 et non 2006, mais étant donné que le point culminant de ces violences a été atteint en 2005, c'est ce qui a porté à fixer la fin du mandat 2005. Donc je dis qu'il faut faire la lumière sur les violences, mais non seulement sur les conséquences, mais aussi sur les causes. Et je crois que c'est ce qui a motivé la délimitation de la période à partir de 1958. Faire donc la lumière, premier mandat. Deuxième mandat, identifier les victimes, pouvoir coller un nom ou des noms à des événements que le Togo a connus, identifier aussi les auteurs présumés. Pourquoi? En vue de proposer des mesures d'apaisement, des mesures de réparation au premier, et de faire des recommandations aussi concernant les seconds. Donc le troisième mandat concerne justement les formes de réparation. Et là, je précise en même temps que s'agissant de réparation, nous ne devons pas imaginer nécessairement des indemnisations qu'on attribuera à toutes les victimes. Peut-être nous reviendrons là-dessus lorsque nous aborderons ce point. Puis le quatrième objectif, le quatrième point de notre mandat, ce sont les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Dans la vie de n'importe quelle commission, ce point est fondamental parce que au sortir d'une crise, les acteurs souhaitent vivement que ce qui a caractérisé l'histoire du pays jusque-là, que cela ne se perpétue pas dans l'avenir. Et c'est ce qui amène justement à faire des recommandations allant dans le sens de réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il appartient aussi à notre commission d'en formuler. Et un dernier élément, c'est des recommandations allant dans le sens éventuellement de poursuites à l'endroit des acteurs, des auteurs des violations ou des violences les plus graves. Cela figure dans notre mandat et je crois que c'est la mission que l'État togolais sanctionnant la volonté exprimée par le peuple nous a confiée. Mais je précise encore une fois, avant de clore ce chapitre, que l'objectif ultime de la commission est d'aider le peuple togolais à travers la vérité et la justice transitionnelle à consolider la réconciliation.